Merci à tous. C'est un honneur d'être ici avec mon ami. Je suis heureux d'accueillir le président Macron qui est de retour ici à la Maison-Blanche. On s'était rencontrés à plusieurs reprises, mais pas aussi souvent que cela. En fait, ici, à la Maison-Blanche, on avait passé une très belle soirée avec la première dame française également. Il y a peu, une soirée mémorable qu'on n'oubliera pas. Nous, on a de très bons souvenirs ensemble. Je voulais aussi remercier Emmanuel qui m'avait convié à venir participer à la réouverture de Notre-Dame après les travaux. Ça avait été très triste le jour où on a vu cette cathédrale brûler, et là, 5 ans plus tard, elle est peut-être encore plus belle qu'avant, et c'était une tâche difficile. La France est le plus vieil allié des États-Unis. Nous avons été partenaires pour garantir la paix et la prospérité depuis toujours. Nous travaillons actuellement sur des développements intéressants, la guerre entre la Russie et l'Ukraine notamment. Et la France, à l'époque, nous avait aidés à vivre notre propre indépendance ici aux États-Unis. Ensuite, nos sangs se sont mêlés sur les champs de bataille de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et je me souviens, le 75e anniversaire du jour J, nous étions ensemble il y a quelques années, le président Macron et moi. Aujourd'hui, l'objet de notre réflexion, c'est cette guerre épouvantable, à aucune autre pareille depuis en tout cas la Deuxième Guerre mondiale. Les dégâts sont considérables et également les morts sont beaucoup trop nombreux. J'ai vu des photos satellites notamment, et c'est absolument abominable. Des milliers de personnes meurent chaque semaine, et c'est aujourd'hui le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, qui n'aurait jamais pu se faire si j'avais été président. Ça ne se serait jamais passé comme ça. C'est une guerre épouvantable. Des centaines de milliers de personnes, des Russes, des Ukrainiens en particulier, sont morts de manière tout à fait inutile. Une génération entière d'hommes ukrainiens et russes a été décimée. Quelques 100 000 personnes donc sont décédées. Je me souviens aussi qu'il y avait des flèches d'église qui étaient très nombreuses, qui ont disparu. Je me souviens que toute également des trésors architecturaux qui ont disparu. Il est plus que temps de mettre un terme à cette guerre. Nous avons eu des échanges intéressants, notamment avec la Russie. Depuis que je suis de retour ici à la Maison-Blanche, on a davantage progressé en un mois que ce ne fut le cas les 3 dernières années qui ont précédé. J'ai parlé avec le président Zelensky et le président Poutine respectivement. Là encore, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et qui vont dans le sens de la paix, et ils y vont vite. La semaine dernière, le secrétaire d'État Marco Rubio, le Conseil Michael Waltz de la Sécurité nationale et Andriy Svidrigaïlov ont engagé des pourparlers tout à fait positifs en Arabie Saoudite avec la délégation de Russie. Je souhaite remercier à cet égard le Royaume d'Arabie Saoudite, le roi Mohamed, quelqu'un de remarquable. Et ce sont des gens qui ont vraiment travaillé pour qu'on puisse progresser. L'objectif, c'est d'obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible et, à terme, bien sûr, la paix à titre permanent. Et ma rencontre avec le président Macron a été un autre jalon important sur cette voie. Il a été engagé dès les débuts de ces 3 années de guerre, et il a fait tout ce qu'il pouvait. Je pense que Emmanuel sera d'accord avec moi pour dire, je crois, et nous ne sommes pas les seuls, pour dire que le moment est venu. C'est peut-être d'ailleurs le seul moment possible pour obtenir cette paix. C'est une situation horrible qui pourrait se détériorer et donner une 3e guerre mondiale. Elle n'aurait jamais dû commencer cette guerre, mais elle a commencé. Quel gâchis et quel désordre tellement inutile. Le coût également du maintien de la sécurité doit être porté par les nations aussi d'Europe et pas simplement par les États-Unis. L'Europe doit assumer un rôle central dans le maintien de la sécurité
de l'Ukraine et c'est ce qu'elle entend faire. Mais ce qui est très important, c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Les États-Unis ont aidé davantage l'Ukraine que quiconque. Des centaines de milliards de dollars ont été dépensés, environ 130. L'Europe, de son côté, a dépensé 100 milliards d'euros en Europe, 300 de notre côté. C'est un écart non négligeable. Je pense qu'il va falloir faire un rééquilibrage de tout ci. On en parlera le moment venu. Et nous avons également donné, sous la forme également d'aides de différents types, nous avons apporté un soutien militaire, économique, et pour tout ceci devra être remboursé. Je crois d'ailleurs que les contribuables, aussi bien européens qu'américains, sont en droit de récupérer les sommes considérables que nous avons envoyées. L'administration précédente n'avait pas pensé à tout ça, et c'est pour cette raison que je pense nous devons avoir sur les terres rares et les minéraux critiques, nous devons avoir un accord avec l'Ukraine, et là je pense qu'on a vraiment progressé. Avant d'arriver dans cette salle, on me communiquait un rapport justement et on me disait que on progresse considérablement sur la voie de ces accords élus par le peuple américain pour restaurer le bon sens ici à Washington et dans le reste du monde. Je suis convaincu personnellement qu'il est de l'intérêt de tous, des États-Unis, de l'Europe, de l'Ukraine et de l'intérêt également de la Russie de mettre une fin à tous ces morts et à toutes ces tueries. Il faut rétablir la paix, et je pense que par rapport aux échecs de politique étrangère de l'administration qui m'a précédé, on peut dire, je crois, que nous avons d'ores et déjà fait des progrès très importants en matière de politique étrangère, et sous cette administration, nous nous engageons sur une nouvelle voie, la voie de la paix dans le monde. Et je le disais lors de mon premier mandat, on n'a pas eu de cet octobre, on n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu de bagarre entre la Russie et l'Ukraine. On n'avait pas eu non plus de problème au Moyen-Orient. On n'a pas eu d'inflation également pendant mon premier mandat. Et tout était très différent. Entre-temps, des millions de personnes se sont déversées au-delà de nos frontières, sont arrivées chez nous commettant des crimes, qu'il s'agisse aussi de trafiquants de drogue. Voilà, autre temps, autre époque, et voilà, nous avons l'intention de rétablir toute cette situation le plus vite possible. On l'a déjà fait. Les gens ont dit que c'était le mois le plus dingue d'un président des États-Unis, et force est de reconnaître qu'on a quand même fait énormément de choses en très peu de temps. Comme je vous le disais, mon espoir, c'est que ce que je laisserai lorsque je partirai, ça sera l'image de quelqu'un qui a été l'homme de la paix. Je veux que la paix règne, et je remercie le président Macron de s'être joint à nous dans cette tâche importante. Là, au premier rang, nous avons des gens, Michael Walzod, Scott, également toute une série de conseillers, JD, sans l'oublier, bien sûr, le vice-président. Ils ont fait un travail considérable. C'est une vraie passion maintenant, une vraie volonté de la part de tous de mettre un terme à cette guerre. Et j'inviterai maintenant Emmanuel à prononcer quelques mots à son tour, et après, bien sûr, nous répondrons à nos questions. C'est un grand honneur, Emmanuel, de vous recevoir ici. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Donald. Mesdames et messieurs, je vais dire quelques mots en français. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Donald, pour votre hospitalité et cette visite. Vous l'avez rappelé, nous avons eu l'occasion ces dernières années, lors de nos premiers mandats, de pouvoir échanger à plusieurs reprises à Paris, ici à la Maison-Blanche et à travers le monde. Ça a toujours été un bonheur, et je dois dire que j'ai en effet ici des souvenirs encore vibrants. Et je vous remercie à nouveau, Monsieur le Président, d'avoir fait l'amitié à la France de vous joindre à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris que vous venez d'évoquer à l'instant. Ça a été une très grande fierté pour les Françaises et les Français de pouvoir ouvrir la cathédrale au reste du monde, et votre présence a signifié cette amitié qui vient de loin, le Président l'a rappelé, qui est aux origines, au fond, de l'indépendance américaine et de sa construction, et qui, à chaque fois que l'histoire a sonné, nous a ramenés ensemble du bon côté de celle-ci. C'est-à-dire, comme
étant unis pour défendre la paix, la souveraineté. Et je pense évidemment aux 2 guerres mondiales qui ont scandé le XXe siècle. Au Lafayette, nous voilà de Pershing jusqu'aux vétérans américains que nous célébrions il y a encore quelques mois sur la plage d'Omaha Beach. Et j'étais très heureux de revoir d'ailleurs tout à l'heure, lorsque vous m'avez laissé quelques minutes entre 2 de nos rendez-vous, l'un d'entre eux qui est venu me visiter. Je veux ici dire le grand respect que nous avons pour tous nos anciens combattants et les vétérans américains. Cette histoire nous oblige et c'est celle qui nous lie dans le contexte du monde qui est le nôtre. Et le Président l'a rappelé, le monde dans lequel nous vivons ne manque pas de défis. Alors cette visite que nous avons décidée ces derniers jours avait évidemment un objectif premier qui est la situation géopolitique. Et je dois dire que, Monsieur le Président, je me dois de vous remercier tout particulièrement d'avoir accepté d'aménager votre agenda pour que nous puissions nous voir si vite. Et je considère que nous avons véritablement eu des avancées substantielles lors de nos échanges. Et c'est pour moi une étape très importante de ce que nous vivons. Nous avons ensemble partagé une visioconférence avec l'ensemble des dirigeants du G7 qui nous a permis, 3 ans après le début de la guerre d'agression, de la 2e phase de la guerre d'agression russe en Ukraine, de dire évidemment notre soutien au président Zelensky, au peuple ukrainien, mais aussi de partager notre volonté d'avoir une paix durable. Et je crois que c'est ce que vous avez ces dernières semaines, rappelé avec beaucoup de force. Depuis le 22 février 2022, où on nous annonçait une opération spéciale qui allait durer quelques semaines, chacun admire la bravoure du peuple ukrainien qui a résisté. Et vous avez raison de le dire, Monsieur le Président, nous avons aidé. Et je crois que nous avons eu raison d'aider, c'était notre responsabilité. Et je veux ici dire que l'Europe n'a pas ménagé ni minoré ses responsabilités. Nous avons en effet investi 138 milliards de dollars dans l'aide à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Et je dis bien investi, parce qu'au fond, l'Ukraine a tenu ce front avancé de notre sécurité collective. Elle s'est battue durant ces années, elle continue de se battre pour son indépendance et sa souveraineté, mais aussi pour notre sécurité collective, parce que je crois que personne dans cette salle n'a envie de vivre dans un monde où la loi du plus fort peut s'imposer et où les frontières internationalement reconnues peuvent être du jour au lendemain violées par qui que ce soit. Alors, je considère que ces dernières heures, et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, plusieurs choses se sont cristallisées et nous avons pu avancer sur plusieurs points. D'abord, je veux saluer votre décision de voir le président Zelensky et de finaliser en effet cet accord qui est important pour les États-Unis d'Amérique et pour l'Ukraine sur les minerais critiques et les terres rares. Mais d'avoir cet échange de substances avec le président Zelensky dans cette phase est très important et de pouvoir finaliser cet accord qui aussi acte votre engagement pour une Ukraine souveraine est, à mes yeux, un point très important et souhaitable. Ensuite, votre volonté de bâtir la paix, nous la partageons. Et je veux dire ici que, en responsabilité, plus de 10 ans après le début de la guerre et l'agression en Crimée, et 3 ans jour pour jour après l'agression russe dans le Donbass, et je le rappelle aussi dans le nord du pays à l'époque, la paix est une nécessité pour sauver des vies, pour aussi faire revenir des prisonniers chez eux, faire revenir des familles et des enfants, car je n'oublie pas ce drame humanitaire qui touche aussi le peuple ukrainien. Et nous en avons longuement discuté avec le président et notre souhait qu'il puisse y avoir en effet des conflits qui s'arrêtent, une trêve qui soit pleinement mesurable, vérifiable et qui permette la négociation d'une paix durable dans laquelle il y aura la question de la reconstruction de l'Ukraine, la question de ses territoires et la question des garanties de sécurité, c'est-à-dire du maintien de la paix dans la durée. Car je le redisais au président, nous avons déjà connu des accords de paix qui n'étaient que des cessez-le-feu sans prévoir ces garanties de sécurité. Cela s'est appelé Minsk I puis Minsk II et nous savons d'expérience que cela ne tient pas. Et je sais la volonté du président d'être un acteur durable justement de la paix dans la région, de vouloir cesser dans la durée cette paix. Et je crois pouvoir dire, après avoir consulté une trentaine de dirigeants européens et alliés ces derniers jours, pour bâtir cette unité et pour venir vous voir, que tous partagent la même vision des choses. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir
les conditions d'une souveraineté ukrainienne, permettre à l'Ukraine de négocier avec les parties prenantes toutes les questions qui la touchent et pour laquelle elle est seule légitime à négocier. Mais c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. Nous avons longuement discuté cela avec le président. J'ai pu lui dire tout ce que nous avions travaillé avec le président Zelensky. On est rentré dans le détail, justement, des différentes étapes d'une telle négociation. Et nous avons pu aussi évoquer tout le travail qui a été fait avec nos partenaires britanniques pour concevoir, justement, ce que pourrait être des déploiements de forces de paix sur le sol ukrainien qui constitueraient une part de ces garanties de sécurité à laquelle d'autres pays d'ailleurs sont prêts à se joindre et pour laquelle évidemment la solidarité, le soutien américain sont indispensables et je vous remercie Monsieur le Président d'avoir commencé le travail avec nous sur ce point et je crois pouvoir dire que l'accord que vous vous apprêtez à signer avec l'Ukraine et la discussion très claire que nous avons eue à cet égard, pour moi, sont des garanties solides que nous nous sommes compris et que notre volonté est la même. La paix le plus vite possible, une paix solide et durable pour tout le monde et la reprise en quelque sorte d'une vie internationale qui permette d'offrir à tous des responsabilités. Donc dans ce cadre, des Européens qui prendront leurs responsabilités aux côtés de leur allié américain qui prendra les siennes. À cet égard, je suis venu aussi ici porter un message, Président, de très grande clarté de l'engagement européen. Nous sommes engagés pour bâtir une paix durable. Nous sommes engagés comme Européens pour être partie prenante, justement, de ces garanties de sécurité. Et plus largement, nous sommes engagés, conscients que nous sommes, que les Européens doivent encore faire davantage pour la sécurité de l'Europe, sa défense, et en quelque sorte un partage plus juste du fardeau sécuritaire que votre pays porte depuis plusieurs années. Et au fond, pas simplement, Monsieur le Président, vous savez l'amitié que je vous porte parce que vous le demandez, vous le demandiez déjà avec force à votre premier mandat, mais parce que je crois que tout le monde maintenant en Europe est lucide sur le fait que c'est notre devoir pour nous-mêmes, en tant qu'Européens, compte tenu du risque qui nous entoure et de la responsabilité qui est la nôtre. Et donc le Président Costa ce matin a rappelé cet agenda de Versailles de mars 2022 qui a déjà conduit les Européens à augmenter de manière historique leurs investissements. Les Européens sont prêts à faire davantage pour cette sécurité, beaucoup plus et beaucoup plus fort. Et plusieurs m'ont redit cela avant de venir vous voir. Monsieur le Président, cher Donald, vous l'avez compris, cette paix par la force à laquelle vous croyez, c'est celle à laquelle nous sommes engagés par conviction et parce que, en ce jour, je pense au peuple ukrainien, à ses sacrifices et à ce que nous lui devons. Nous avons également, avec Monsieur le Président, évoqué les sujets économiques et, au fond, notre volonté de voir plus de prospérité aux États-Unis et en Europe. Nous avons eu des discussions, elles seront poursuivies par nos ministres, nos équipes, pour clarifier les sujets qui doivent l'être. Mais au fond, notre volonté, c'est qu'il y ait une concurrence juste et, au fond, pas de biais dans la concurrence de nos industries pour pouvoir échanger. Mais je veux ici dire combien les économies américaines et européennes sont liées. Ce sont les économies les plus imbriquées au monde. Ce sont 1 500 milliards de dollars d'échanges de produits, de services physiques et digitaux chaque année. Et je sais votre attachement à rétablir la balance des paiements. Oserais-je dire qu'en tant que président de France, j'ai la même, puisque nous avons aussi un déficit commercial. J'essaie aussi de faire valoir qu'il fallait regarder pas simplement les biens et produits, mais les produits numériques pour lesquels vous êtes un très grand exportateur. Et au fond, la solution, c'est de nous réengager sincèrement vers une concurrence justement qui soit équitable et la volonté d'avoir des échanges plus fluides et encore davantage d'investissements. Vous êtes un très grand investisseur en France. Nous sommes le 5e investisseur, nous, France, pas simplement l'Europe, dans votre pays. Et je souhaite qu'on fasse davantage de part et d'autre. Et je veux saluer d'ailleurs tous les investisseurs américains qui ont fait partie des grandes annonces pour l'intelligence artificielle il y a quelques jours à Paris, où 120 milliards de dollars d'investissements ont été annoncés en intelligence artificielle pour notre pays. Au-delà du lien transatlantique, c'est notre volonté d'avoir en effet plus de prospérité. Je suis convaincu qu'il y a au fond un agenda positif derrière tout cela. Enfin, nous avons ensemble évoqué plusieurs sujets sur le Proche et Moyen-Orient.
Et je crois pouvoir dire que nous partageons la même volonté de ne jamais voir l'Iran obtenir l'arme nucléaire, notre volonté de revenir au fond, une approche avec les partenaires de la région en qui nous avons confiance, qui permettent justement de cantonner les activités nucléaires iraniennes, de pouvoir limiter ses capacités balistiques et de réduire ses déstabilisations régionales. Et sur la Syrie et l'Irak, nous partageons la même volonté aussi de ne pas voir les groupes terroristes islamistes reprendre de la force, retrouver de l'activité, parce que depuis des années, nos armées sont avec courage engagées dans ces pays, dans l'opération Inherent Resolve, dont vous avez le commandement et à laquelle nous contribuons, qui est une mission forte et importante, qui a contribué à la stabilité de la région. Et je le dis avec ici beaucoup de sincérité, de force et d'engagement, puisque la France a été touchée par un attentat terroriste en 2015 qui avait été préparé en Syrie par ces mêmes groupes. Et donc nous ne céderons rien dans cette région à vos côtés pour plus de sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, nos échanges ont été extrêmement fructueux, à la fois ce matin à l'issue de notre visioconférence et à l'instant avec le vice-président, les ministres et nos conseillers. Et je veux vous dire combien, après ces échanges avec le président Trump, je suis convaincu qu'il y a un chemin. Nous avons partagé nos convictions, nos exigences. Nous savons tout le travail qui reste à faire et donc dans les prochaines semaines, nous avancerons ensemble et nous aurons l'occasion, nos équipes puis nous, de nous revoir dans des formats différents pour faire de cette paix solide, durable, je l'espère avec beaucoup de force, une réalité de court terme. En tout cas, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour votre accueil, remercier pour la qualité de nos échanges et pour votre engagement. Merci, cher Donald. Merci beaucoup. Okay, thank you very much. Bien, merci Brian, beaucoup, Brian. Ask a question? Est-ce que vous souhaitez poser une question? President Trump. I just want to touch upon real quickly the Harvard poll that came out that had, thank you very much, the Harvard poll that came out had you up 9+ points and all of your agenda that you ran on, you're accomplishing that. You got the support of the American people, including stopping the war in Ukraine. Alors vous aviez également dit que vous alliez mettre un terme à la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez commenter ce sondage? Oui, c'était un honneur pour moi. C'est un très bon sondage qui généralement penche plutôt de l'autre côté. Mais ce sondage de Harvard donc, est un sondage respecté qui est un sondage de premier plan sur de nombreux sujets, comme celui dont nous parlons. Comme je l'ai dit, nous sommes devenus le parti du bon sens. C'est une chose très importante au vu de ce qui se passe dans le monde et même dans ce pays, au vu de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont annulées au moment même où nous parlons et nous avons avancé très très rapidement. Mais oui, j'ai beaucoup apprécié ce sondage. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président. Yes. Go ahead. Oui, je vous en prie. When you're meeting in Saudi Arabia with President Putin, will that happen regardless of any progress on the Ukrainian file? Vous avez dit que vous alliez rencontrer le président Poutine. Est-ce que cela se fera, quel que soit le résultat des avancées au niveau de l'Ukraine? Oui, écoutez, nous avons rencontré le prince héritier, qui est un jeune homme extraordinaire. Il est jeune, mais il a beaucoup d'imagination. C'est un homme qui est extrêmement respecté de par le monde. Nous avons également rencontré le roi, qui est un homme incroyable. Nous sommes très amis avec ces deux hommes. Ils veulent que tout cela se termine. De même, je me suis entretenu avec le président Poutine. Mes équipes traitent constamment avec le président Poutine ainsi qu'avec ses équipes et il veut qu'on avance. Vous savez, moi je veux qu'on parvienne à un accord, à un deal. Toute ma vie, c'est ce que j'ai recherché. C'est ce que je disais avant d'entrer à la Maison-Blanche. Il n'y avait pas de communication avec la Maison-Blanche. Avec la Russie. La Russie ne répondait pas au téléphone, il ne parlait à personne. Maintenant, ils veulent
Ils veulent avancer. Et moi, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, ça a été d'appeler le président Poutine, qui nous a fait preuve de grand respect. Et ils veulent mettre un terme à cette guerre. C'est une bonne chose. Je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est énorme. Et les personnes qui sont ici au premier rang sont extrêmement actives sur ce dossier. Actuellement, nous travaillons sur des accords, des transactions. Et le plus important, c'est surtout de mettre un terme à cette guerre, que ce soit par un cessez-le-feu ou bien un accord. J'aimerais arriver directement à un accord, mais les cessez-le-feu, ce sera plus rapide. Chaque jour, on peut sauver des centaines, voire des milliers de vies. Donc on va voir si on peut parvenir à un cessez-le-feu très rapidement. Oui, pour le président. Thank you. Correspondent based in Paris. Question for both of you, actually. Basée à Paris. Une question pour vous deux. You were one of the last Western leaders to speak to Putin before Ukraine's invasion. What advice, what recommendation could you make to Quelles seraient vos recommandations pour le président Trump pour que cette fois-ci vous puissiez obtenir des garanties suffisamment fortes de la part de Poutine afin de parvenir à un accord de paix qui soit durable cette fois-ci. Monsieur le Président Trump, pourquoi est-ce que vous pensez que vous pouvez faire confiance à Monsieur Poutine dans ces négociations? Écoutez, jamais je ne me permettrai de prodiguer des conseils au Président Trump. Nous avons des discussions amicales et constructives, mais moi ce que je dirais, première chose, c'est qu'il est toujours bon de s'entretenir avec les autres dirigeants, notamment lorsqu'on est en désaccord. J'ai cessé les discussions avec le président Poutine suite à Boutcha et à la découverte des crimes de guerre, parce que je considérais que nous ne pouvions plus rien tirer de sa part. Maintenant, il y a une vraie chance, puisqu'il y a une nouvelle administration américaine, le contexte est tout autre. Donc, il y a de bonnes raisons pour le président Trump de réengager le dialogue avec le président Poutine. Mais mon expérience est la suivante, et c'est ce que j'ai dit à l'équipe du président. En 2014, nos négociateurs ont négocié la paix avec le président Poutine. Mais du fait du manque de garanties, notamment de garanties de sécurité, le président Poutine a violé cet accord de paix. Et je me suis entretenu à plusieurs reprises avec lui au début 2022, parfois pendant 7 heures. Et 15 jours avant le lancement des attaques, il a tout nié. Mais nous n'avions aucune garantie de sécurité. C'est pour cela qu'il faut être fort et avoir des capacités dissuasives. C'est la seule manière de veiller à ce que les accords soient respectés. J'ai insisté sur ce point. Et c'est pour cela que je pense que les États-Unis ont la capacité de faire cela. Et c'est pour cela que je pense qu'il ne faut jamais dire qu'on n'enverra pas de troupes sur place, puisque c'est donner un chèque en blanc à l'autre partie pour violer ses engagements. Donc je pense qu'il est bon de mener des discussions, il est utile de négocier. Je pense qu'il est extrêmement important d'aspirer à la paix, mais le principal point que j'ai soulevé, c'est tout d'abord, essayons d'obtenir quelque chose qui peut être évalué, vérifié, contrôlé. Et surtout, essayons d'obtenir suffisamment de garanties à court terme. Donc nous sommes prêts à nous impliquer. Pour ce qui est de la France, sachez que nombre de mes homologues européens sont prêts également à s'impliquer, mais nous avons besoin de cet appui américain puisque cela fera partie de la garantie, la crédibilité de ces garanties de sécurité. Ça fait partie de notre capacité dissuasive collective. Et je suis convaincu que le président a cette capacité. Je pense qu'il sera vraiment dans l'avantage, dans l'intérêt de la Russie, de signer un accord. Je pense que c'est ce que nous ferons. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû démarrer. Ça n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Mais cette guerre a éclaté. Dans une dimension terrible, des villes entières sont démolies, sont réduites en cendres. Le pays entier ressemble à un chantier de démolition.
Il y a trop de personnes qui sont mortes, toute la culture du pays est détruite. Il y a des sites antiques, anciens, qui ont été détruits. Et donc je pense que voilà, il y a énormément de méfiance de part et d'autre. Mais je pense que cela serait vraiment dans l'intérêt de la Russie de signer un accord. Et je pense que le président devrait essayer de simplement gouverner la Russie de manière très positive. C'est ça qu'il faut faire. Mais je pense vraiment qu'il souhaite signer un accord. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est le cas. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, la semaine prochaine, il y aura une réunion très importante concernant les droits de douane pour le Canada et le Mexique. Est-ce que vous pensez que ces pays ont fait suffisamment pour que ces droits de douane soient levés? Monsieur le Président Macron, est-ce que vous pensez que cet accord sur les minerais avec l'Ukraine représente une garantie de sécurité de facto avec les États-Unis, puisqu'il serait dans l'intérêt des États-Unis de protéger ces ressources? Écoutez, les choses avancent très vite. Concernant les droits de douane, nous avons été très maltraités par de nombreux pays, pas seulement le Canada et le Mexique. On a profité de nous. Parfois, ça a été un marché de dupes, puisque nous avons signé des documents grâce auxquels ils ont pu tirer avantage ou profiter du peuple américain. Parfois, ça a duré très longtemps, à part la période de 4 ans, d'il y a 4 ans. Mais tout le monde a permis que cela se passe dans notre pays. Je pense que ces gens devraient avoir honte. Donc les droits de douane se feront comme prévu. C'est un abus qui dure depuis de nombreuses années et je ne fais même pas porter le chapeau aux autres pays qui ont fait cela. Moi, je pense que ce sont nos dirigeants qui sont responsables. On ne peut pas leur reprocher d'avoir signé de très bons accords avec les États-Unis sur la production industrielle. En fait, ils ont tiré avantage de tous les aspects. Et moi, j'ai vu tous ces accords et je me dis, mais qui signerait ce genre d'accord? Donc oui, les droits de douane vont se faire. Nous allons en imposer beaucoup. Nous voulons simplement une réciprocité. Donc si quelqu'un nous impose des droits de douane, nous en ferons de même. En tout cas, ce sera très bon pour notre pays. Notre pays sera à nouveau extrêmement riche, avec de nombreuses liquidités. Et puis nous combattons également la fraude, les abus, c'est un niveau inimaginable. D'ailleurs, c'était également dans le sondage de Harvard où on posait la question, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous croyez en tout ce que le président Trump et Elon Musk font au niveau de la fraude? Je crois qu'il y a de nombreuses personnes, 72% me semble-t-il, qui étaient en faveur de cela. Et là, la gauche radicale commence à pousser des cris d'orfraie sur la Constitution, mais ça n'a rien à voir, avec la Constitution. On est simplement en train de se faire escroquer. Et quand on regarde, quand on lit tout ce qui est écrit sur là où ces milliards ont été dépensés, ça donne envie de s'insurger. Alors, la bonne nouvelle, lorsqu'on pense à notre potentiel, lorsqu'on pense à tout ce que l'on peut, toute la richesse qu'on peut accumuler, eh bien, bon là, on a signé un mauvais accord, mais ici c'est l'exact inverse. En tout cas, beaucoup de gabegies. D'ailleurs, en fait, Elon parle toujours des gens qui doivent se soucier de notre pays. Et moi, c'est ce que je fais actuellement. Je suis en train de négocier au nom du peuple américain. Nous faisons du très très bon travail. Ça sera des centaines des milliards de dollars de gabegies, d'abus, de fraude qui vont disparaître. C'est une très bonne discussion parce que tout d'abord c'est important pour les États-Unis. Ce sera également une belle occasion pour une première réunion entre le président Trump et le président Zelensky. Deuxièmement, je pense qu'il y a un véritable avantage économique de part et d'autre.
Et troisièmement, de facto, ce sera la reconnaissance de la souveraineté ukrainienne, des intérêts ukrainiens. Et donc, de fait, c'est une harmonisation, un alignement des intérêts très important. Maintenant, les garanties de sécurité seront négociées en temps et en heure dans le cadre d'un train de mesures concernant, dans le cadre d'un accord, mais cet accord de paix est maintenant en train d'être rédigé. Et donc cette première étape est un pas en avant très important, ce qui nous permettra de parvenir à un véritable accord de paix. Monsieur le Président Trump, Monsieur le Président Macron, Monsieur Trump, first of all, you say I would like to make a deal with Putin. Vous disiez que vous aimeriez faire un accord avec Poutine. It's a win-win deal. Quand on fait un deal, ça veut dire que tout le monde est gagnant. Alors qu'est-ce que vous allez gagner et qu'est-ce qu'il lui va gagner? Qu'est-ce que vous allez donner? Et vous parliez de Notre-Dame aussi, ça m'a impressionné. Vous disiez que vous étiez impressionné par la reconstruction de Notre-Dame. Je veux dire que nombre d'Américains ont envoyé de l'argent à Paris pour participer à la reconstruction de Notre-Dame. Alors, en tant que président des États-Unis, allez-vous donner de l'argent pour contribuer à la reconstruction de l'Ukraine également? Entretien avec Donald Trump. Et pouvez-vous nous confirmer qu'il y a effectivement un accord pour envoyer des troupes européennes de maintien de la paix? Est-ce que la France va le faire? Combien d'hommes? Pour faire quoi? Et est-ce que ce n'est pas un grand danger d'envoyer des troupes françaises ou européennes en Ukraine? Merci. C'est une question un peu bizarre parce que vous me demandez si au nom des États-Unis on va contribuer à l'Ukraine. On a quand même déjà dépensé 350 milliards de dollars. C'est quand même une coquette contribution, vous ne trouvez pas? En revanche, la première partie de votre question m'intéresse parce que c'est vrai que le travail qui a été fait avec la cathédrale Notre-Dame est exceptionnel et la France a fait beaucoup, mais on a contribué et ça a pris tellement peu de temps finalement, ça a pris au regard de la complexité des travaux de reconstruction. Il se trouve que moi-même je connais le bâtiment, je sais quand c'est bien fait et là cette construction a été superbe et vraiment cet homme qui est à côté de moi est à féliciter parce qu'il n'est pas étranger à cette réussite. Ce qu'on voulait, c'était retrouver cette cathédrale à l'identique sans qu'elle ait été modifiée ou altérée. Et vraiment, je le félicite encore une fois. Je suis sûr qu'il sera reconnu tôt ou tard pour ce travail. Beaucoup. Merci. Pour revenir à votre question, je considère que la discussion d'aujourd'hui a été marquée par plusieurs avancées. D'abord, la confirmation, c'était une des choses importantes pour nous. Ça fait partie de tout le travail qu'on a mené aussi avec le président Zelensky pour essayer de bâtir une proposition d'action qui soit acceptable pour l'Ukraine. Le fait que le président Trump a confirmé qu'il allait rencontrer rapidement le président Zelensky pour finaliser l'accord sur les minerais critiques et les terres rares et pour avoir une discussion d'ensemble dans ce contexte. Ça, je pense que c'est un point très important. La deuxième chose, nous avons, dans le cadre de la discussion, nous sommes rentrés dans le détail de la proposition d'action que nous venions faire, de comment la paix ou en tout cas une trêve des éléments concrets, mesurables pouvait être organisée et comment ensuite on pouvait structurer la discussion. Et donc la France, plusieurs autres pays européens, l'Ukraine sont évidemment maintenant au travail pour pouvoir bâtir ce qui est cette paix durable avec des éléments très concrets dans lesquels il y aura justement les garanties de sécurité, les questions territoriales qui appartiennent totalement à l'Ukraine, la question de la reconstruction, la question du potentiel économique et des minerais rares. Et donc là-dessus, on a pu discuter en détail de ces propositions d'action. Et puis, troisième avancée qui est pour moi vraiment un des acquis de notre discussion d'aujourd'hui et qui marque un tournant, c'est la précision avec laquelle nous avons parlé des garanties de sécurité. Et je pense que le président a eu lui-même tout à l'heure et encore aujourd'hui, à l'instant, des mots très clairs. Il veut la paix. Nous voulons la paix, on est totalement d'accord. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Et le fait qu'il y ait des Européens qui soient prêts à s'engager pour apporter leur réponse à ces garanties de sécurité, et qu'il y ait une clarté maintenant du message américain sur le fait que les États-Unis d'Amérique, comme alliés, étaient prêts à apporter justement un soutien, une solidarité à cette approche, est pour moi un tournant. Et c'était un des acquis de ce déplacement et de nos discussions. Pour ce qui est des troupes, je veux ici clarifier les choses. On a pu par le passé, en particulier il y a un an, à des fins
qui était à mes yeux pleinement légitime, évoquait la possibilité d'envoi de troupes dans un contexte de guerre. C'était pour recréer de l'incertitude stratégique. Là, quand on parle de troupes, on en parle le lendemain de la négociation d'une discussion de paix durable. Et donc, une fois qu'il y a une paix solide, durable, négociée, signée par l'Ukraine et la Russie, dont nous serons collectivement les garants, la France a travaillé avec le Royaume-Uni ces dernières semaines pour dire nous on est prêts à contribuer. Et donc on a eu un plan qui a été discuté entre nos entités militaires pour dire nous on est prêts, pas d'aller sur le front, pas aller dans des territoires contestés ou occupés, mais à marquer notre soutien pour nous assurer que la paix telle que négociée, signée par les deux parties, est bien préservée. Et donc ce sont des déploiements, si je puis dire, totalement pacifiques, non engagés dans des combats, mais qui sont, si je puis dire, des déploiements de force de garantie. Elles seront, par définition, limitées, mais elles marquent une solidarité. J'ai échangé, je vous l'ai dit, avec tous nos alliés. Il y a plusieurs pays, européens et non européens, qui sont prêts à participer à cet effort. Les uns en continuant à aider l'armée ukrainienne à maintenir ses capacités, à être dans la durée en termes de nombre de soldats ou en termes d'équipement. Les autres par la logistique ou les capacités sur le terrain, d'autres aussi à venir à nos côtés. Leur question à tous, c'était est-ce que c'est d'accord avec les États-Unis d'Amérique? Et le président a eu des mots très forts tout à l'heure pour dire oui, et pour même d'ailleurs nous apprendre que dans les discussions qui étaient en cours avec la Russie, c'était acceptable dans les échanges qu'il y avait eu avec la Russie. Et donc ça, c'est une avancée très forte, et donc ça veut dire que les Européens prennent dans ce contexte leur part du fardeau, puisque on s'engage, on avance, qu'on garde ce qui est la force de notre alliance à travers les décennies, qui est notre solidarité et du coup la capacité de dissuasion que nous avons ensemble. Et donc non, ça n'est pas dangereux, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a un accord qui va être signé par l'Ukraine et la Russie, qui a été déclenché par le président Trump, dont nous sommes les garants, et qu'en quelque sorte, si la Russie venait à le violer, elle rentrerait de facto en conflit avec tous ceux qui se sont engagés dans un processus de paix. Et ça, c'est un changement. Ça n'a jamais existé ces dernières années. Ce n'est pas ce qu'on avait fait en 2014. Et donc, c'est ça la vraie rupture. C'est d'avoir quelque chose de solide avec la capacité de dissuasion américaine, la capacité d'engagement des Européens, et quelque chose qu'on va justement organiser ensemble. Voilà. Donc, ce n'est pas dangereux, mais c'est crédible. Et ça nous semble moins dangereux que des choses qui iraient beaucoup plus loin en termes juridiques. Et ça nous semble ce que nous devons faire pour garantir la sécurité. Et je veux vous le dire ici très clairement, c'est la sécurité aussi des Européens dont il s'agit. Et moi, c'est ce que je dis depuis des semaines. Si on ne garantit pas la sécurité de cette part du territoire de l'Europe, comment garantir notre propre sécurité à tous? Nous vivons à 1500 kilomètres de l'Ukraine, nous Français. Et c'est encore plus près quand on est évidemment polonais ou allemand. Donc c'est notre engagement pour la sécurité collective. Et en quelque sorte, c'est répondre aussi à l'appel qui nous est fait. Vous devez, vous, autres Européens, être davantage engagés. Mais nous, Américains, nous restons en solidarité. On le fait en Ukraine et on doit le faire aussi pour notre sécurité collective. Mais la clarification qu'on a eue aujourd'hui, pour moi, est un tournant. Emmanuel, thank you very much. Great job. Emmanuel, merci beaucoup. Quel beau travail. Quel plaisir d'être avec toi. Salut ta ravissante épouse. Et on va se retrouver, on va se reparler bien sûr. Vraiment, c'est du bon travail. Merci.